seulement une fois grand qu'on se rend compte à quel point c'était merveilleux. Et alors, on fait ses derniers souhaits au Père Noël? Ah, papa, maman, je rêvassais devant le sapin et je ressassais plusieurs souvenirs. Ah, c'est vrai que le pied de ce sapin accueillait un paquet de tes jouets, petit garnement. Et également les jouets de ta mère. Ouais, ça a bien changé tout ça. Mais non, ça n'a pas changé. Pour que la magie reste, il faut l'entretenir. Tiens, c'est pour toi. Quoi, mais on est que la veille de Noël. Chut, le Père Noël pourrait t'entendre. Ça restera entre nous. C'est une blague? Vous croyez pas que j'ai passé là, j'ai regardé les dessins animés? Ben non, voyons. C'est comme quand t'étais petit. Ouais, mais quand j'étais petit, on allait carrément voir un Walt Disney au cinéma, ça avait carrément une autre gueule. Bla bla bla. Pas besoin d'aller au cinéma ou d'aller voir un Walt Disney pour que la magie de Noël opère, voyons. Oh, j'ai une idée. Et si on regardait tous les trois, comme avant? Ah oui, très bonne idée. Ouais, je suis pas sûr, c'est bizarre, j'ai l'impression. Y'a rien de bizarre à vouloir passer un moment avec son fils. Allez, viens là, mon petit lutin. Bon, ça peut vous faire plaisir. Et on commence tout de suite par... Le bossu de Notre-Dame. C'est les chroniques d'une nana. Salut à tous, amateurs de boîtes de Piero Manzoni. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, c'est Noël. Et qui dit Noël dit... chronique spéciale Noël. Exact. Et pour une fois, on a décidé de sortir de notre registre habituel et de vous proposer des dessins animés. Mais pas n'importe lesquels, non. Ceux de Prism Vision et de Good Times. Attends, c'est pas un délire genre les films Mondovision et compagnie? Exact. Et ça, c'est un super cadeau de Noël. Surtout 2 pour le prix d'un. On va régaler les abonnés. Super cadeau? Ouais, permets-moi d'en douter un peu. Non mais mec, je t'arrête tout de suite. Les gens qui nous suivent, s'ils nous suivent, c'est qu'ils aiment la merde. Donc là, on est entre détraqués. Donc tout va bien. Exactement. Et donc oui, les détraqués, vu que vous avez été sages, le Père Noël vous gratifie encore une fois d'une double chronique. The first one. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris est un court-métrage animé des années 2000 édité par Prism Vision qui est connu dans l'adaptation de certaines productions Disney mais version Wish. D'ailleurs, désolé pour le manque d'infos, mais hormis chez les copains de Nanarland et certains collègues youtubeurs, il est compliqué de récupérer des trucs utiles sur le net. Ah oui, et une dernière précision, même si le film se veut inspirer du roman de Victor Hugo, le projet est plus de chier sur l'œuvre originale que de lui rendre hommage. C'est important de le préciser. RIP Victor. C'est quoi le problème avec Wish? Moi perso, j'ai fait tous mes achats de Noël dessus et franchement, je m'en suis bien sorti. Ok, oublie pas de rien m'offrir cette année. Ah, c'est dommage. Je t'avais commandé une superbe figurine d'Evangélion. Et t'as reçu quoi? Un Power Ranger. Mais un Megazord, hein. Je te l'offre. Le film débute avec une chanson qui nous met directement dans l'ambiance. Oh là là, oui, ici c'est la fête. Putain, je sens que l'on va passer un sacré moment de merde. Cette intro en musique nous permet de voir que le film est très inclusif et met en avant tout le monde. On a une voyante, Nouvelle destinée. des gitans, Tout ça pour une pièce d'argent car il faut bien manger. du French cancan et des nains qui se planquent dans des glaces. On s'amuse, on rigole, on se sent heureux. Bref, tout le monde y passe. Bon bah y a une chose qui est sûre, c'est que si ça commence en mode comédie musicale, ça va vite me casser les couilles. Ah François, tu vas pas commencer. Bon, c'est vrai que ça débute fort, mais laisse-lui une chance. Qu'est-ce qu'il y a, copain? Non, rien, je suis en train de constater que ce qu'il y a derrière la jaquette, ça n'a absolument rien à voir avec le truc moche qu'on a à l'écran. Oui, bon d'accord, après c'est un nanar et en plus c'est un prisme. Donc on sait que c'est de la merde, y a pas de surprise. Non, mais quand même, faut pas exagérer, putain. Ça, c'est la jaquette du film. On voit Quasimodo qui veut buter tout le monde, a priori. Et ça, c'est le menu du DVD. Ah ouais, rien à voir en effet. Ouais, et puis ça, c'est le film. Ah bah au moins ça ressemble au menu. Ouais, ok, mais le mieux, c'est d'utiliser le graphisme du menu pour faire tout le film. Et puis faire une jaquette qui correspond aussi au passage. Bon alors, y a quoi qui te tente comme film? Bah le petit force de frappe, il me tente bien, j'avoue, il a l'air badass, des ninjas, des nunchakus. Ok, bah vas-y, balance le CD. Ah merde, c'est pas le bon film dans la boîte, c'est El Guerriero Americano. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est le titre espagnol. Mais je comprends rien. Le titre, c'est American Fighter 4. T'es sûr que c'est le bon film, sans déconner? Non, parce que moi je voulais voir Force de frappe de base. Mais oui, t'inquiète pas, c'est le titre allemand.
Il était marrant ce American Ninja 4, d'après ce que dit le générique de fin. Ah bah ça c'était le titre américain. Mais c'est vrai qu'il est sympatoche ce Force de frappe. Mais vous vous infligez ça tout le temps? Ouais. L'introduction terminée, il est temps pour nous de faire la connaissance du bossu, qui est l'un des principaux protagonistes du film. Ainsi que de ses potes, les chauves-souris. Il fait chaud dehors, mais les chauves-souris sont dans le beffroi. Qui sont les blagueuses du film avec des punchlines foireuses au possible. Mais pas le temps de s'attarder, car le film nous fait un glissement douteux vers un autre lieu. Pierre! Où est Pierre? Nous tombons sur Pierre, une espèce de larbin à la VF douteuse, en train de se faire secouer. Ah, vous l'avez fait. Mais qui arrive littéralement à se téléporter en dehors des bras de Jean-Claude. Est-ce que vous interdisez aussi la magie? Quoi? Je ne suis pas spécialiste en la matière. Ce Jean-Claude donc est le grand méchant du film et ne semble pas aimer que les gens s'amusent. Il n'ai-je pas interdit toute forme d'amusement et de distraction? Putain, mais faut vraiment pas aimer son gosse pour lui offrir cette purge à Noël. Ben, je commençais à me dire la même chose. Dansez à Paris avec nous, non ne résistez pas, laissez guider vos pas, oui, oui. Jean-Claude, toujours agacé que les gens s'amusent, va voir son père le baron qui est juste un gros sac de chair qui passe son temps à bouffer. Qu'il est bon de se remplir la panse, et ce poulet est un régal. En termes de charisme, on a vu mieux. Quant à Jean-Claude, il s'astique la moustache avec un bruitage de carreaux. En pensant à son futur plan machiavélique qui est de capturer Esmeralda. Au même moment, cette dernière est occupée à danser entourée de gitans avec l'accent de Super Mario. Jusque-là, rien d'anormal. Évidemment, le bossu est là pour admirer cette splendeur d'animation. Mais pas le temps pour les festivités, car JC débarque sur son fier destrier afin de calmer tout le monde. Et enlever Esmeralda au passage, tout ça de façon gentleman. Attends, mais tant que j'y pense, c'est qui le mec qui a designé cette merde déjà? C'est Lance Smith, enfin si j'ai bien vu dans le générique d'intro. François, tu peux le mettre sur la liste des mecs à abattre, s'il te plaît? T'inquiète, c'est déjà fait. Merci copain. Esmeralda s'appelle en fait Mélodie. Mélodie! Putain, les mecs ont vraiment aucun respect. Mélodie comprend que JC pue la défaite, c'est donc tout naturellement que les instruments qui parlent lui viennent en aide. Je ne pensais pas dire un truc aussi stupide de toute ma vie. Bref, JC ne se laisse pas faire par les castagnettes qui viennent pénétrer Mélodie. Deuxième phrase bizarre. Jean-Claude décide également de se défendre en faisant la technique du doigt qui pue à Mélodie. Fraîchement sorti de mon cul. Après un blabla d'épluchant entre nos deux comparses, Quasimodo décide d'arrêter de se branler dans son arbre et court secourir Mélodie en fâcheuse posture. Laisse-la tranquille! Cette dernière réussit à prendre la fuite pendant que Quasimodo se fait recadrer par JC. Retourne dans ta cathédrale, abruti! Vraiment épique tout ça. Il doit l'avoir mauvaise, Jean-Claude. Son éventuel plan cul forcé qui se tire plus son handicapé qu'il met à l'amende. Ça fait beaucoup en une journée. Tu vois François, t'as vraiment un talent pour faire rentrer en collision le monde des enfants et le monde des adultes. T'as un vrai talent pour ça. Merci, j'ai laissé parler mon cœur cette fois. Ça se sent François. Alors fiston, tu regardes quoi? Pocahontas. Ah ouais, Pocahontas, amérindienne qui tombe amoureuse d'un anglais et tout. C'est beau, c'est mignon. Ah ouais, j'adore. Ouais, si on fait abstraction du génocide commis par les colons sur les Amérindiens. Mais bon, t'es peut-être pas au courant, vu ton âge. Quoi? De quoi? Parce qu'en fait, à la base, l'Amérique, c'est la terre des Amérindiens. Enfin, de Pocahontas, quoi. Et du coup, les colons, ils sont arrivés, et les Amérindiens, ils ont dit, bah non, c'est chez nous. Du coup, les colons, bah, ils ont sorti les flingues, et ils ont tué tout le monde. Hommes, femmes, enfants. C'est horrible. Ils leur ont même fait découvrir l'alcool pour les adoucir et les manipuler plus facilement. Puis j'imagine que dans le lot, il y a dû y avoir une série de pillages et de viols habituels. Le truc, c'était open bar. Enfin, à mon avis, t'es encore trop petit pour comprendre tout ça. Allez, bon film, gamin. Une chose fantastique est sur le point de se produire. C'est vrai? Une fois loin des griffes de JC, nous retrouvons Mélodie avec ses potes gitans qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas faire leur festoche tranquille. Quel mal y a-t-il à chanter et à danser selon nos traditions? Et la raison évoquée est simple. Il ne nous aime pas parce que nous sommes différents. Au même moment, Jean-Claude, le cœur rempli de seum, essaye de mettre la main sur Mélodie. Mais vu que certains plans étaient chiants à réaliser, on en réutilise et on se retrouve avec de la merde. Mais c'en était pas un? Non. Oui. Non. Oui. Non. Non, je ne le suppose pas non plus. Non, si. Non. Oh si. Non. D'accord. Tout simplement. Plutôt que de faire profil bas, les gitans décident de faire la teuf, ce qui n'échappe pas aux oreilles de JC. Ces idiots, ils nous guident jusqu'à eux. Et là, on est d'accord avec Jean-Claude qui, comme la première fois, fait fuir tout le monde. Mélodie, sur les conseils de ses amis, Vite
te cacher. Tu seras en sécurité dans la cathédrale. Décide de rejoindre le monument afin de s'y réfugier. Cette dernière se retrouve bloquée à cause de la porte, ce qui n'a rien d'étonnant vu que les instruments poussent alors que Mélodie tire. Quelle bande de cons, je te jure. Les portes finissent par s'ouvrir grâce à la volonté de Monderche. Oui. Et nos amis pénètrent à l'intérieur, laissant JC fou de rage et Pierre en lévitation sur les marches. Et ces portes sont capricieuses, vous savez, elles ne s'ouvrent pas pour n'importe qui. Putain, c'est incroyablement bluffant. Ah ouais, à ce point? Les vieux, l'équipe qui a fait cette daube, y a une connerie à pas faire, bim, ils te la font. J'ai jamais vu des personnes respecter autant le cahier des charges des conneries. Oui, vu sous cet angle. Bon les mecs, est-ce que ça avance la version française de Dragon Ball? Ouais, on a quasiment fini, mais vous êtes sûr de vouloir faire une adaptation française de Dragon Ball? C'est compliqué quand même. Vous inquiétez pas les mecs, avec le nom de la licence, tout le monde va aller le voir ce film. Allez, balancez-moi le casting là. Ben, pour Sangoku, on a songé à Kev Adams, s'il laisse pousser ses cheveux, avec un peu de gel. Mais c'est nickel ça, c'est un excellent choix. En plus, franchement, c'est un super acteur. Ah bah cool, pour Tortue Géniale, Vincent Cassel, pour Chichi, Marion Cotillard, et pour Yamcha, Jean Dujardin. Bon, pour le moment, personne n'a accepté, mis à part Kev Adams. Vous inquiétez pas les mecs, je vais me charger de les convaincre. Si je balance aux médias qu'ils étaient aux soirées de Puff Daddy, ça va les calmer direct. C'est vrai? Non et alors? Bon, par contre, là où on bloque, c'est Vegeta, hein. C'est compliqué. Prenez Gérard Lanvin. Gérard Lanvin? Vous êtes sûr? Il est pas un peu âgé? Bah non, c'est parfait. Tu lui demandes de faire sa gueule de méchant, tu lui mets une petite perruque, et c'est bon. Bon, ok. Et pour les boules de feu, on pensait... Comment ça, des boules de feu? De quoi tu me parles? Faut appeler une boîte de FX, ça coûte un bras? Non, tu leur files tous des flingues, ça fera très bien l'affaire. Hein. Bon, et donc pour Shenron, on a dit qu'on le remplaçait par un chien, c'est ça? JC mécontent ne s'avoue pas vaincu et décide de capturer la mère de Mélodie qui passait par là avec son âne, doublé avec soin par un homme. Wouah, les mecs ont même pas pensé à foutre tout simplement un bruitage. Ouais, enfin moi, celui que je plains, c'est celui qui a été payé pour le faire. Ouais, tu m'étonnes, bordel. L'estime de soi aux chiottes. Mélodie, enfermée dans la cathédrale, se fait accueillir par les chauves-souris qui ont toujours une blague de merde pour détendre l'atmosphère. Retirez vos chaussures! Elle n'a même pas de chaussures. Pauvre chérie! Les cloches se mettent à sonner, ce qui éveille la curiosité de Mélodie qui monte voir dans le beffroi. Bien sûr, il suffit de monter, mon enfant! Monter où? Dans le beffroi! Une fois en haut, cette dernière se fait lyncher par les chauves-souris qui commencent à casser les couilles avec leurs blagues toujours aussi merdiques. Fais un sourire aux chauves-souris. Ferme ta gueule, putain! Mais Quasimodo intervient. Arrêtez! Puis disparaît aussi vite qu'il est venu afin de cacher sa laideur à la vue de Mélodie. Laideur qui, hormis la bosse, est largement raisonnable, vu que tout est laid dans ce film, ça aide à relativiser. D'ailleurs, j'y pense. On n'a pas parlé des instruments qui accompagnent Mélodie? Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas trop mis en avant, alors que pourtant ils sont tout le temps avec elle. Bon, pour résumer, t'as un vieux tambourin en peau de couille, Ni moi! un accordéon qui a l'accent d'Hitler, Nein, ce n'était pas moi. des castagnecs chelous, Qui c'était, Clic? C'était pas moi, Claque. et un violon qui est une fiotte. Ni moi, mes accords sont beaucoup plus graves. Bon ben voilà les mecs, c'est la fine équipe de Barjo qui accompagne cette chère Mélodie. Vous en faut plus ou j'arrête? Je crois que ça ira. Après ce petit cache-cache, Quasimodo décide enfin de se montrer complètement devant Mélodie. Allez-y, moquez-vous. Je sais que je suis laid. Après avoir chialé sur son sort de rebut de la société, il finit par offrir un cadeau tout moisi à Mélodie en hommage à sa beauté. C'est un modeste hommage à votre beauté. Elle semble heureuse de ce présent. Alors que n'importe qui de sensé l'aurait foutu à la poubelle. Enfin, quoi de mieux pour finir cette scène qu'une chanson en duo. Quand je te regarde, tout est si sublime, tous les sons résonnent et tous les mots riment. Je pense que ça se passe de commentaires. Ayant fini de pousser la chansonnette, Mélodie se rend compte que sa mère s'est fait enlever par Jean-Claude. Qu'y a-t-il, François? Où est maman? Inquiète, elle se précipite hors de l'église et part retrouver sa mère qui part tous tranquille avec les animaux de la ferme. Même le violon ne se remet pas de ce qu'il vient de voir. Oh, Dio mio, qu'ont-ils fait à la Signora Geneviève? Rassurée, Mélodie porte secours à celle-ci, mais c'est peine perdue car la vieille a l'air complètement déchirée et fait n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Sûrement dû fumer un peu de paille. Évidemment, les conneries de la vieille carne ramènent JC qui débarque sans crier gare à côté de Mélodie. Lâchez-moi! Prisonnière, mais super fair-play, elle se laisse embarquer à cheval en mode princesse et dit adieu à sa mère de façon très sereine. Faites attention à vous! Adieu, maman! Non, elle est plutôt cool pour quelqu'un qui va mourir. Hein. Ouais, ou alors elle bédave du foin comme sa mère et on n'est pas au courant.
Je les ai tous bien niqués. Ils m'en trouveront jamais, et maintenant, je suis riche. François Hollande, rends-toi. On sait que c'est toi qui as braqué le Easy Cash de Saint-Pompon. Ah putain! Ok les mecs, vous avez gagné. Je pensais m'en sortir, mais vous m'avez bien eu. Bien joué, je me rends. Allez, monte dans la bagnole. Tout de suite. Si ça vous dérange pas, je vais prendre ma bagnole et je vous suis. J'aime bien conduire. Ok, on se retrouve au poste alors. Pas de soucis les gars, je me lave les dents et j'arrive. Ok, à toutes. Après ces adieux bouleversants, Mélodie se retrouve en tôle, fermée à double tour grâce aux doigts clés de Pierre. Moitié du film, les mecs en ont plus rien à foutre. Comme prévu, JC lui annonce qu'elle va mourir. Et dans ces moments de profonde tristesse, quoi de mieux qu'une... Une balle dans la tête? Un verre de cyanure? Ben non, une chanson? T'es con ou quoi? Donc comme je disais, une bonne chanson avant une exécution, ça coule de source. Si on a la magie au cœur. Toujours soutenu par une animation finement réalisée. Levez le rideau sur le spectacle pour que commence la fête. Plus rien ne les arrête, c'est pour ça que la magie est faite. Des paroles limpides, des proportions toujours respectées. Si vous vous retrouvez dans l'eau chaude. Franchement, on ne s'en lasse pas. Une fois ce bordel terminé, nous retrouvons les compagnons de Mélodie partis prévenir Quasimodo de ne pas sonner les cloches afin d'empêcher l'exécution. Nous t'effons empêcher Quasimodo de sonner les cloches, Schnell! T'es péchant! Hein? Oui, parce que JC ne tue que si les cloches sonnent, sinon il ne tue pas. Quand les cloches de Notre-Dame sonneront, ce sera l'heure de ton exécution. Au même moment, Mélodie est prête à être exécutée. Enfin, si le bourreau arrête de se branler. Le mec en a rien à foutre. Mais heureusement pour Mélodie, ses amis parviennent à prévenir Quasimodo. Hein? Celui-ci intervient dans un silence de cathédrale et nous fait une blitzkrieg. Tandis que les bruitages étaient manifestement partis en congé. Le sauvetage effectué, le bourreau prévient JC que l'exécution est reportée. Va falloir qu'on révise le tarif puisque l'exécution a été annulée sans les 24 heures de préavis obligatoire. C'est quoi cette connerie de préavis ou de je sais pas quoi là? On est au Moyen-Âge ou à la CGT? Bah peut-être que ça existait à l'époque. T'étais bon en histoire? Non, pas vraiment. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mélodie hors de danger, Quasimodo se transforme en beau gosse sans raison apparente. Est-ce que ça va? Et le charme opère tout de suite sur Mélodie. Beau, je vous assure. Tous deux nous font une leçon sur la beauté intérieure et toutes ces conneries. Mais si vous me trouvez beau, est-ce qu'il y a peut-être de la beauté en moi? Le tout s'enchaîne avec une chanson de merde, utilisant les mêmes extraits que l'introduction du film. Après tout, pourquoi s'emmerder? Saupoudré de passages du film, histoire de combler les trous. Mais tout ne s'arrête pas là, car Jean-Claude n'a pas l'intention de se laisser faire. Retourne immédiatement dans ta cathédrale et rends-moi ma prisonnière. Quasimodo lui rétorque qu'ils ne sont plus ses prisonniers, et lui assène quelques punchlines bien méritées. La seule chose dont j'ai vraiment honte aujourd'hui, c'est de t'avoir comme frère. Jean-Claude, humilié, se retrouve obligé de quitter la ville sous les huées des villageois. Stupide cheval qui a tordu. Pendant que nos deux amoureux décident de faire la méga teuf dans Notre-Dame avec un Quasimodo en mode Michael Jackson. Et je pense franchement qu'on peut clôturer ce merdier sur cette danse magnifique. Mais alors, fiston, t'en as pensé quoi? Ça fait du bien de regarder un dessin animé avec ses vieux parents. Pas vrai? Je sais pas, ça m'a fait bizarre. J'irais bien prendre un peu l'air histoire de respirer un coup. Et partir éventuellement. Oh, tu vas pas partir avant d'avoir ouvert ton deuxième cadeau. Ah, parce qu'il y en a un deuxième? Tiens, c'est pour toi. Tu vénères, va. Ah, je pense qu'il fallait vraiment pas. Alors ça te plaît? On pourrait s'en regarder maintenant. Ce serait cool. Ben je sais pas, quand j'ai dit que je voulais prendre l'air, c'était pour dégueuler dehors en fait. T'inquiète, j'ai capté. C'est pour ça que je t'ai mis une poche. Et ce coup-ci, c'est parti pour... Les aventures du jeune Moby Dick est un court-métrage d'animation de 1996 réalisé par Gary Bly et Laura Shepard, qu'il faut rajouter sur la liste des personnes à abattre, et produit par Good Times. Le film nous narre l'histoire du jeune Moby Dick, petit beluga orphelin qui part explorer l'océan en compagnie de ses potes, mais gare au méchant capitaine Achab qui veut lui faire la peau. Évidemment, comme pour Notre-Dame de Paris, le film ne respecte en rien l'œuvre originale, sauf pour les prénoms des protagonistes. Alors les copains, prêts à prendre la mer? Ouais, on est des pirates, yeah! Putain, le mec a rien compris à la thématique du film, quoi.
Sans surprise, le menu est dégueulasse avec un effet fondu sur l'image, un titre couleur violet moche, le tout accompagné d'une chanson sûrement chantée sous la douche et d'un titre qui n'a aucun sens. Je suis seul, qui peut se moquer de moi? Le film lancé, une voix off nous explique le contexte historique. À l'époque où les océans étaient sillonnés par les plus imposants mammifères marins. Puis nous fait découvrir le jeune Moby et sa mère avec son œil qui bug. Elle décide, comme tout beluga qui se respecte, de lui apprendre à sauter hors de l'eau. Tu vas apprendre à sauter au-dessus de la surface de l'eau. Elle lui montre une première fois, puis c'est au tour de Moby d'y aller. Évidemment, celui-ci se foire en passant à 2 doigts de la noyade et en toussant comme un cancéreux. Mais a priori, sa mère est contente de lui. Excellent comme premier essai. Il retente une nouvelle fois avec succès. Je défie les lois de la gravité. Sauf que cette fois-ci, le méchant capitaine Achab, qui n'a rien perdu de la scène, est là, prêt à le harponner. Et pourquoi il reste pas au fond de l'eau plutôt que faire le con à sauter? Ça éviterait que les pêcheurs le voient, non? Bah, c'est un mammifère, donc faut forcément qu'il remonte pour respirer. Putain, quelle vie de merde. Une espèce marine avec des poumons, quoi. Des fois, la nature, c'est complètement what the fuck. Ah putain, mais quand tu penses que Godfrey est devenu professeur de cinéma, franchement, une fin de carrière pour l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Surtout avec Clash of the Ninja. Ce film, c'est vraiment... Faut vraiment que je respire là. Ouais, pas de soucis, vas-y. Ouais, ça a l'air chiant cette vie quand même, hein. On s'adapte. Moby parvient à échapper au harpon mais se retrouve bloqué par les cordes de ces derniers. Sa mère arrive à la rescousse et se sacrifie pour sauver son enfant. En gros, c'est Bambi version beluga. Elle meurt, laissant Moby seul dans l'immensité de l'océan. La voix off prend le relais afin d'appuyer sur le côté triste de la scène, mais la réalisation globale n'aide pas beaucoup à s'émouvoir. En l'espace d'un instant, la vie de Moby venait de basculer. Sur la terre ferme, nous faisons la connaissance d'un jeune garçon du nom d'Ismaël qui a décidé de devenir marin pour subvenir aux besoins de sa famille. Il arrive face à une ville portuaire dégueulasse dessinée au vomi, mais ça ne semble pas le gêner. Waouh! Sur place, il tente de se faire recruter sur le baleinier du capitaine Achab, mais les places sont chères et le nombre d'hommes limité. Il reste encore un poste d'ouvert pour un matelot de pont sur ce baleinier. Mais ce que l'on suppose être un Indien fait fuir la concurrence. Puis devient le mentor-pote d'Ismaël. Moi voir en toi un cœur pur, nous bien nous entendre. Tout simplement. Ah ouais, les mecs, ils viennent de se rencontrer, c'est déjà des potes, quoi, c'est... Bah, en même temps, la thématique du film, c'est la chasse à la baleine, c'est pas la relation entre deux potes. Ouais, pour ça, t'as le film Brokeback Mountain. Ouais, non, moi je pensais plutôt à Friend, le film coréen, mais bon, chacun ses goûts. Devenu pote, le problème de la place sur le baleinier n'est pas résolu pour autant. Mais Kikweg, l'Indien, a plus d'une corde à son arc et fait une démonstration de ses talents au proprio du bateau. Qui finit par les prendre tous les deux. D'accord, je vous prends tous les deux. Allez comprendre quelque chose. Non mais copains, c'est évident. En fait, Kikweg, qui a un nom de merde au passage, il est tellement balèze qu'ils veulent le garder avec eux sur le bateau. Le problème, c'est qu'il faut qu'il emmène le gosse. D'accord. C'est vrai que c'est un nom de merde. Il en a rien à foutre de ce que je lui dis en fait. On dirait oui. Pendant ce temps, nous revoilà avec Moby qui a toujours le seum d'avoir perdu sa mère en contemplant les rayons dégueux du soleil. Il essaie tant bien que mal de se faire des amis mais tout le monde le fuit comme la peste. Bonjour. Salut, je peux jouer avec vous? Ce tocard finit par se bloquer tout seul dans une épave. Où il ne lui reste plus qu'à attendre sagement que la mort vienne le prendre pour notre plus grand plaisir. Mais heureusement pour lui, la gentille Winnie est là pour le sauver. Qu'est-ce qui se passe ici? Pendant que Moby est en train de décéder faute d'oxygène. Elle devient bleue. Mais c'est peut-être une baleine bleue. Malgré les avertissements, Winnie décide quand même de sauver Moby avec l'aide des badauds blagueurs. Une fois libre, Moby fonce à la surface avant que ses petits poumons de beluga n'explosent. Capitaine! Le beluga! Il est là! Butez-le! Trop tard, capitaine! Il a replongé! Aïe! Pendant ce temps, nous retrouvons Ismaël et Kikweg qui décident de célébrer. Et si on célébrait? Il me reste juste assez d'argent pour nous payer un repas. Célébrer quoi? On ne le saura jamais. Un vieux Oshiko pourri débarque de nulle part et demande à nos deux amis s'ils connaissent le commandant Achab. Et maintenant, il n'a qu'une idée en tête, se venger de la baleine qu'on nomme Moby Dick. Cette information en poche, le vieux se tire tel un fou échappé de l'asile.
laissant place à cette voix off de merde qui ne peut s'empêcher d'expliquer ce que l'on vient de voir. La pensée d'un capitaine fou les conduisant vers leur mort avait subitement freiné leur envie de célébrer. Mais célébrer quoi, putain? Ça se termine une phrase, bordel! Non, mec, je pense que la vie est une fête et que nous devrons en célébrer chaque instant. Et Ismaël et Kikweg l'ont bien compris. Enfin, c'est ma théorie. Non, c'est pas ça. Ismaël et Kikweg, ils ont rien compris. Ismaël et Kikweg, ils sont pas du genre à philosopher. Et Ismaël et Kikweg, c'est juste des personnages merdiques qui finissent pas leurs phrases dans un film merdique. C'est ça ma théorie, moi. Je l'aime bien ta théorie, Vince. Nous enchaînons directement sur Moby et Winnie qui sont devenus les meilleurs amis du monde en 5 minutes. Winnie était devenue la meilleure amie de Moby. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Quand je dis nous amis, nous amis. Se faisant chier comme des rats morts et un Moby déprimé en plus, Tous les autres poissons ont une peur bleue de moi. Winnie, qui a compris que Moby est juste un beluga sans couilles, décide de l'emmener voir quelqu'un qui pourra l'aider. Je connais quelqu'un qui pourra peut-être t'aider. Voilà maintenant quelques jours que nos 2 matelots en herbe ont pris la mer, mais toujours pas de Achab en vue. Salut copain, je fais la vigie. Salut copain, je récure les chiottes moi. Ça fait une semaine qu'on est en mer et on n'a pas encore vu le capitaine Achab. Faute de capitaine, nous avons le droit à un aperçu rapide de l'équipage dont certains n'ont pas eu le même traitement graphique que les autres. Un jour, il a pendu un homme du haut du mât. En gros, c'est dégueulasse, qui est, je crois, l'adjectif le plus utilisé dans cette vidéo. Il est temps de faire la connaissance du capitaine ou commandant Achab. Capitaine Achab? Et la première chose qu'il fait, c'est... T'insultais tous les hommes présents sur le pont? Ben non, il chante, c'est évident. Encore? Putain, mais on y a déjà eu droit dans le bossu de Notre-Dame, ça va pas recommencer. T'énerve pas, vieux, c'est pas moi qui ai décidé de ça. Hein. T'inquiète, ça va être vite fait. Moby Dick, oh Moby Dick, je vais t'avoir un jour et ce sera vite fait. Moby Dick, oh Moby Dick, je vais t'attraper, crois-moi ce sera vite fait. Attends, mais c'est quoi ce refrain de merde? Ce sera vite fait, les mecs s'en battent les couilles à ce point? Bah j'ai bien l'impression, ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas s'infliger pour nos abonnés, pour cette saloperie de Noël de merde. Sa petite chanson terminée et la réserve de flotte détruite, nous revoilà en compagnie de Moby et Winnie qui font la connaissance de Stella, une étoile de mer qui se prétend actrice et se promène avec un intestin en guise d'écharpe. Va dire ça à mes admirateurs. Winnie lui explique que Moby doit modifier son image de grosse victime afin de mieux s'intégrer. Je vois très bien son problème. Il n'a pas plus de prestance qu'une limace ou qu'un mollusque. Évidemment, ça foire complètement. Mais Stella décide quand même de les accompagner pour rejoindre un banc de baleines. Mais c'est sur le territoire de Storm. Où règne le terrible Storm, une baleine qui ressemble plus au vrai Moby Dick que la petite merde qu'on se tape depuis le début. C'est mon rocher, rien qu'à moi. Arrivé au repère de ce dernier, Stella et Winnie décident d'aller taper la causette à Storm en mode détente. Alors, quoi de neuf, Storm? Winnie propose une compétition à Storm contre Moby afin de savoir qui est le plus fort. Le bruit court que tu ne vaux pas le 10e de ce que valait ton père. Celui-ci provoque Moby, mais Stella, rusée, parvient à convaincre ce dernier d'accepter le défi. J'accepte de relever le défi. Le tout se joue en 2 épreuves. La première épreuve et l'épreuve finale. Complètement con. Et ça commence par la fameuse vrille verticale. Essayons d'abord la vrille verticale. Moby réussit cette dernière en poussant des grognements de chien. Puis vient l'épreuve décisive qui consiste à sortir de l'eau et retomber en plat. Moby se lance de nouveau mais se retrouve stoppé par la vision de sa mère se faisant harponner la gueule. Le voilà qui émerge. Oh, c'est vos harpons. Moby ayant perdu, Storm se fout ouvertement de sa gueule en guise de leçon. Alors, c'est ça qu'on appelle le prince de la mer. Pendant ce temps, sur les mers, Ismaël lit un livre sur les baleines magnifiquement bien illustré. Achab débarque avec sa jambe de bois et son gros blaire. Tiens, ça sent la merde. Il propose une pièce d'or à celui qui verra la baleine en premier. Putain de vieux radin. Ensuite, Achab demande à Ismaël de monter la vigie. Mais je n'ai jamais fait ça, monsieur. C'est finalement Kikweg qui s'y colle et arrive en haut en 3 secondes, vraiment talentueux. Il repère un beluga. Là! Visible depuis le pont du bateau, donc l'intérêt de monter aussi haut est inutile. Le capitaine ordonne le début de la chasse. Que la chasse commence! Qui commence avec un faux raccord au niveau des marins dans la barque, qui sont d'abord côte à côte, puis les uns derrière les autres sur le plan suivant. Sûrement un changement de place express en cours de route. Face au colosse, les marins se font déglinguer la gueule et le capitaine ordonne le repli car... Ce n'est pas Moby Dick,
Et le seul qu'il me faut, c'est Moby Dick. À ce stade, ça vire à l'obsession. Eh ben, entre le capitaine et sa fixette sur Moby Dick, Ismaël qui sait rien faire à part célébrer, et l'Indien et sa morale à la con, franchement, on a vraiment une team de rêve. Hein. Je pense que Moby a pas trop de soucis à se faire. Ouais, enfin de l'autre côté, t'as un baleineau qui chiale et qui fait sa victime, un hippocampe qui fait la psy, une étoile de mer qui se prend pour Christina Cordula. Alors franchement, je vais te dire, c'est pas mieux. Que le spectacle commence! La chasse annulée, nous revoilà avec Moby et ses potes, encore à déprimer dans une grotte. Ne te décourage pas. Tu dois avoir confiance en toi. Après un monologue de Stella sur la dépression, J'ai pleuré pendant des semaines. Je souffrais d'insomnie, je ne mangeais plus. La vie n'avait plus aucun sens. Je crois qu'il a compris, Stella. le groupe décide de partir à la rencontre de Siggy, le calamar qui pourra sûrement conseiller Moby. C'est à lui que tous les poissons confient leurs problèmes. En résumé, un psy pour poissons. Ils arrivent donc devant ce fameux Siggy qui ressemble à tout, sauf à un calamar. Ah oui, laisse-moi deviner ton problème. Après quelques jeux de mots à chier, Il doit y avoir anguille sous roche. et une analyse sans intérêt, Qu'il ne sait pas sauter. Quelle perspicacité! le calamar conseille à Moby de repartir sur le lieu de son premier saut. En retournant au même endroit où il a réussi son saut la première fois. Et accessoirement où se trouve le cadavre de sa mère, sûrement bouffé par la faune marine depuis le temps. Moby s'y refuse et Siggy se décide à lui montrer un autre chemin, ce qui ne sert à rien vu que ses indications n'ont aucun sens. Tu n'as qu'à nager par là, ensuite tu tournes par là vers la vieille départ, tu te diriges vers le courant chaud, tu tournes à droite, puis à gauche, tu prends encore à droite, tu continues tout droit, et tu te tentes de tromper. Mais c'est complètement débile. Moby doit revenir au point de départ. Tu peux lui montrer tous les raccourcis et toutes les déviations du monde, vu que c'est le point de départ qui l'angoisse. On s'en fout de la manière d'y aller, ça change rien. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Que c'est de la merde? Je crois que tout le monde est au courant. N'étant pas plus avancé, Moby se décide donc à entamer le chemin du retour afin d'affronter son traumatisme. Au même moment, sous un soleil de plomb, nous retrouvons Ismaël et Kikweg qui observent le capitaine qui n'a pas bougé depuis 7 jours et 7 nuits. Ça fait 7 jours et 7 nuits qu'il est posté sur le pont. À ce stade, je pense surtout que le mec est mort et personne à bord ne s'en est rendu compte. Achab se décide enfin à bouger et se prend la tête avec Kikweg qui lui fait la morale. Moi être ici pour chasser la baleine. Vous seulement vouloir Moby Dick. Votre haine ne nous mènera à rien. Et reçoit un tacle raciste en guise de réponse. Un mot de plus, le sauvage, et je te mets au fer. Ah ben enfin! Quoi? Tout film de merde qui se respecte et paru avant les années 2000 se doit d'avoir une remarque raciste. Je me demandais quand ça allait arriver, putain. Je pense même que c'est dans le cahier des charges. Ouais, bah il a bien changé le cahier des charges. C'est bon patron, on a fini le script. Ouais, oui, fais voir ça là. Bon, allons. Et tu le méchant, il sauve la gentille. Mais c'est quoi ce bordel là, les gars? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais comment ça? Y a pas une ligne de racisme dans votre script. Ils sont où les sales les sales Vous êtes sérieux, putain? Non mais patron, on est en 2024, on est plus dans les années 80 avec Chuck Norris. C'est interdit maintenant tout ça. Et sale con, ça passe? C'est encore accepté, oui. Va pour sale con, on prend ce qui reste. L'embrouille est interrompue par le tarin de Achab qui détecte une odeur de beluga. Il demande à Ismaël de monter à la vigie et cette fois-ci, pas moyen d'esquiver. Moi, grimper, capitaine. Non, pas cette fois. Évidemment, ce petit con glisse et tombe dans une mer de pisse. Et plus inquiétant, Ismaël ne remonte pas à la surface. Moby, qui est sur le chemin du retour, croise notre noyé qui coule tranquillou vers les abysses. Il se fait secourir et se réveille dans une grotte sous-marine en compagnie de Winnie et toute la clique avec qui il communique sans problème. Tu es tombé à la mer, alors je t'ai amené ici. Normal. Ismaël se rend rapidement compte qu'il est tombé sur la cage d'un trésor rempli d'or. Waouh! Et explique à Winnie qu'il chasse le méchant Moby Dick, point de vue qui va rapidement changer la vue de celui-ci. Mais avant, chanson pour tout le monde. Je suis seule, qui peut se moquer de moi. Alors que dire? Des couleurs dégueulasses, une lune sous la flotte en train de dormir, et qui donc n'a rien à foutre là, et l'interprète de la chanson qui est une femme, alors que Moby est un mec. Je suis libre et je fais ce qui me plaît, à l'heure qui me tente. Tout est parfait. La chanson terminée, le film nous ramène à l'entrée de la grotte sous-marine dans laquelle Winnie essaye de convaincre Moby de rencontrer Ismaël. Il pénètre dans la grotte, prend peur et s'échoue volontairement sur le sable à la vue d'Ismaël. Vraiment une fiotte, je te jure. Mais Winnie, qui aime casser les burnes, décide d'entamer le dialogue avec les deux pétochards afin de calmer les tensions. Ismaël, je te présente Moby. Moby, je te présente Ismaël. Un mastodonte de 15 tonnes qui pétoche d'un gamin de 50 kilos, franchement ils nous ont toutes faites. Ouais bon, enfin, après, vu ce que les humains ont fait à la mère de Moby, je peux comprendre que la rencontre soit difficile quoi. Ouais, je pense que grâce à la force de l'amitié, on peut surmonter toutes les épreuves. Non, c'est faux mec. T'es mon ami, et pourtant là tout de suite, j'aurais bien voulu que tu la fermes. Je vais te buter parce que t'as tué mon père. Si je l'ai tué, c'est parce qu'il a baisé ma mère. Et alors?
Moi aussi je l'ai baisé. Tu vas faire quoi? T'envoyer en enfer. Hop, stop les amis. Calmez-vous. Plusieurs griefs vous opposent, mais valent-ils vraiment la peine d'en arriver là? Laissez place à la force de l'amitié. Discutez et réconciliez-vous. L'amitié ouvre le champ des possibilités positives. Voilà, la sérénité, le calme passe avant tout par le pardon. Il a raison, ce qu'on empêche, hein. Ouais, c'est clair. Désolé, vieux. C'est vrai que ma mère est une femme facile. Même à moi, elle m'a fait des avances. Je te rassure, moi mon père, c'est qu'un connard. Apéro? Allez, apéro! Ouais, c'est vrai qu'on est tellement des potes. On va se mettre un nanar. L'engueulade et les explications terminées, nous revoilà sur le bateau d'Achab en compagnie de Kikweg qui fait la tronche depuis qu'Ismaël est tombé à la flotte. Il n'a pas bronché depuis qu'Ismaël est tombé à la mer. Mais la magie du scénario fait réapparaître ce dernier au bord du bateau. Que quelqu'un me lance une corde. Eh les mecs, désolé d'avoir pissé dans la flotte. Ismaël s'empresse d'aller voir le capitaine pour lui parler du trésor et stopper la chasse. Mais rien n'y fait, Achab est déterminé à se venger. Je ne vis que pour abattre cette baleine. Le capitaine ordonne leur arrestation, mais Kikweg s'interpose dans une bagarre qui dure exactement 5 secondes. Plutôt rapide. Achab menace Ismaël de tuer Kikweg s'il ne lui révèle pas où se cache Moby. Si tu refuses, eh bien ton ami mourra. Un bel enculé. D'ailleurs, notre beluga ne se soucie de rien et arrive tranquillou sur le lieu où il a exécuté le saut qui a coûté la vie à sa mère. Je suis le roi de la mer, je peux défier la gravité. Il réussit son saut sous le nez de Achab. Le voilà! Lancez vos harpons! À croire qu'il aime la provocation, ce petit con. Ismaël lui crie de fuir, ce qu'il fait, mais en ayant triplé de volume. Sans explication. Une tempête se lève, mais rien ne calme Achab, fou de rage que Moby se soit enfui. Annulons-nous la chasse? Jamais! Les marins se mettent à la poursuite de notre beluga, tandis que Winnie et Stella partent prévenir Storm. Storm, tu dois nous aider, Moby est en danger. Pendant que la Poscaille discute tranquillou, le bateau a pris feu, avec Ismaël et Kikweg prisonniers dessus. Sauve-toi, Moby, c'est un piège. Tout va pour le mieux. Les potes de Storm débarquent et stoppent l'incendie du bateau. Pendant que Moby s'occupe du capitaine. La bagarre terminée et nos amis victorieux du méchant capitaine, Ismaël est devenu capitaine à la place d'Achab. Eh bien, où allons-nous, second capitaine Kikweg? Alors que c'est juste un gosse qui sert à rien, pendant que Moby, la victime, le suit avec ses nouveaux potes. Regarde! Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, une nouvelle chanson accompagnée de divers extraits débarque afin d'achever les derniers survivants. Regarde au loin, un nouveau monde n'attend plus que toi. Suivi du générique où l'on peut voir passer un régisseur d'extérieur, des prises de vue réelles et un maquilleur. Avant de terminer, je tiens juste à vous rappeler que c'est un dessin animé. Voilà. Ah oui, et dernière chose, la musique du générique ne se termine pas, elle est carrément décapitée en cours. Tu fais quoi mon petit beluga? Je remplis un dossier d'adoption, j'ai trouvé une famille qui va vraiment m'aimer elle. Quoi? Mais enfin d'Orient, pourquoi? Nous t'aimons plus que tout. Ah ouais, tu m'aimes? Avec vos cadeaux de merde dégueulasses là? T'appelles ça de l'amour toi? Mais bien sûr que c'est de l'amour, fiston! Et puis ces cadeaux, c'est le Père Noël qui te les a envoyés, alors tu dois les respecter. Mais ferme ta gueule, espèce de grosse merde avec ton Père Noël de mes deux! Je suis plus un gosse, putain, t'as pas compris ça? Fiston, je t'interdis de lever la main sur ta mère! Ça fait des années que j'en crève d'envie et je l'ai jamais fait! Alors c'est pas toi qui va commencer! Mais ferme ta gueule toi avec ton vieux costume de clochard! Ça fait 25 ans que tu mets le même costume et personne n'ose te dire que tu nous fais chier, bordel! Les gosses ont arrêté de croire en toi tellement que tu fais pitié! Bon allez, salut les cassos du Chagadasland, je vais retrouver une vraie famille qui m'aime. Et joyeux Noël, bande de connards! Joyeux Noël, fiston! Joyeux Noël, fiston! Ah, putain. Voilà, la sénérité. Si, c'était bon? Non. J'ai dit la T'as sénérité. dit séné. Séné, t'as dit. Sénérité. Ouais. La sérénité. Ok, c'est bon. Voilà, la sénérité, le Non, calme. non, serré. Tout, c'est toujours serré. Sérénité. Sérénité, exactement. J'ai dit quoi? T'as dit sénérie. C'est vrai? Ah, mais je m'en rends pas compte. Ok. Comme on dit un spectacle, on dit pas un pestacle. Hein, t'es au courant? On dit homologué et pas homogolé. Regardez bizarre. Un pestacle. Pardon.